Aujourd'hui, on va parler de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, la RIMC. Donc, schématiquement, il y a les mêmes trois phases que dans une réponse à médiation humorale RIMH, à savoir la phase d'induction, la phase d'amplification et la phase effectrice. Mais les effecteurs de cette réponse et les acteurs plutôt de cette réponse, plus généralement, seront un peu différents que ceux impliqués dans une RIMH. Donc, comment commence une LIMC? Au cours de la phase d'induction, un macrophage qui vient de la différenciation d'une certaine lignée de cellules immunitaires qu'on appelle les monocytes, libérés bien sûr par la moelle osseuse, au contact avec une zone d'infection, c'est-à-dire une région du corps, de l'organisme où il y a des antigènes en train de se multiplier. Le monocyte se différencie en macrophage et ce macrophage va constituer une première ligne de défense contre ces antigènes par un processus qu'on appelle la phagocytose. C'est un peu différent de l'endocytose que peut réaliser un lymphocyte B. L'endocytose est précédée par une reconnaissance spécifique par un récepteur qu'on appelle l'IGS du lymphocyte B. Par contre, pour le macrophage, l'absorption de l'antigène se fait sans aucune reconnaissance, pas de récepteur spécifique à la surface du macrophage. Il s'agit donc d'une cellule non spécifique. Ce macrophage va donc phagocyter les antigènes. Il va procéder, comme l'a fait le lymphocyte B dans la LIMH, à un traitement de l'antigène. Ça veut dire une hydrolyse, une dégradation partielle de l'antigène en vue d'extraire des épitopes qu'il va exposer à sa surface. Ce macrophage, étant une cellule nucléée de l'organisme, possède son marqueur HLA1, comme toutes les cellules du soir, et en plus possède un deuxième marqueur spécial, le HLA2, et ici il faut faire attention, ce marqueur HLA2 ne se retrouve pas chez toutes les cellules immunitaires, mais seulement chez certains types de cellules immunitaires qui jouent le rôle de CPAG. Donc, principalement les macrophages, les lymphocytes B, il y a les cellules dendritiques qui ne font pas partie du programme officiel, mais ce sont les types de CPAG possédant ce marqueur HLA2. Donc, que va faire le macrophage? Il va associer les épitopes qu'il a extraits de l'antigène fragmenté dans son cytoplasme au marqueur HLA1 et HLA2, et il va par la suite migrer vers un organe lymphoïde secondaire qui se trouve proche de l'endroit d'invasion par les antigènes. Pourquoi faire? Pour présenter justement cet antigène à travers ces épitopes à deux types différents de lymphocytes, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Donc voilà le lymphocyte T8, stocké dans un organe lymphoïde secondaire. Il va pouvoir par son TCR procéder à une double reconnaissance du marqueur HLA1 épitope et le lymphocyte T4 va aussi procéder à une double reconnaissance, mais cette fois-ci du complexe HLA2 épitope. Il existe donc une différence entre le TCR, une petite différence entre le TCR du lymphocyte T4 et celui du lymphocyte T8. Donc, le TCR du lymphocyte T4 sera spécifique au marqueur HLA2. Par contre, celui du lymphocyte T8 s'attache seulement au marqueur HLA1. Notons ici donc HLA1, et comme j'ai déjà dit pour le déroulement de la RIMH, l'élève doit être capable de schématiser ce déroulement avec bien sûr un commentaire, un maximum de légendes pour que la réponse soit vraiment complète. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Nouveauté par rapport à la RIMH, le lymphocyte T4 ne va pas directement sécréter l'interleukine 2. Il y aura d'abord une sensibilisation des lymphocytes sélectionnés par l'interleukine 1, l'IL1, produite par le macrophage,
suite à la sélection des lymphocytes T4 et T8. Je répète donc, ce macrophage ne va pas commencer à libérer de l'interleukine 1 à n'importe quel moment. Il attend plutôt l'arrivée de ces lymphocytes 4 et 8 pour doublement reconnaître les antigènes. Et par la suite, lorsqu'il retrouve des lymphocytes spécifiques à l'antigène, il commence à leur envoyer cette interleukine 1. C'est une substance qui va sensibiliser les lymphocytes T4 et T8, les sensibiliser, c'est-à-dire les stimuler à exprimer à leur surface des récepteurs à l'interleukine 2. L'interleukine 2, donc, qui est libérée par le lymphocyte T4, qui va rapidement devenir lymphocyte TA en s'auto-activant. On l'a déjà expliqué dans le cadre du NERIAMH. Et cette interleukine 2 va aussi stimuler le lymphocyte T8 et on obtient ainsi cette première phase de la réponse immunitaire, à savoir la phase d'induction. Cette phase d'induction donc, a été caractérisée par la double reconnaissance de l'antigène par les LT8 et les LT4 et l'activation de ces lymphocytes par l'interleukine 2 et bien sûr précédée par l'interleukine 1, comme je viens de l'expliquer. Donc, à la fin de cette phase d'induction, on va posséder certains lymphocytes T8, certains lymphocytes T4 sélectionnés par la reconnaissance de l'antigène, activés grâce à l'interleukine 2. Ces lymphocytes vont acquérir la possibilité de se diviser par des mitoses successives. Donc, des mitoses vont commencer et on obtient ainsi, à nouveau, comme dans la LIMH, les clones de lymphocytes sélectionnés. On parle déjà d'un phénomène de sélection clonale. Qu'est-ce que ça veut dire la sélection clonale? On possède dans notre organisme une grande diversité de lymphocytes qui se distinguent par le TCR. À chaque fois qu'un certain type d'antigène pénètre dans l'organisme, cet antigène va par lui-même, bien sûr de façon indirecte comme je viens de l'expliquer, il va lui-même sélectionner certains de ces lymphocytes qu'on possède et il va par la suite induire leur multiplication clonale. C'est ce qu'on appelle donc une sélection clonale, ça veut dire choix des lymphocytes spécifiques, puis leur prolifération par des mitoses. Et voilà donc cette prolifération. N'oublions pas que le lymphocyte T4 est devenu un lymphocyte TA auxiliaire ou bien un lymphocyte helper, lymphocyte TH. Après cette phase de prolifération qui a donc nécessité l'interleukine 2 sécrétée par le lymphocyte T4, comme dans une LIMH encore une fois, une partie de ces clones va rester sous forme de cellules mémoire, donc des LT8 mémoire, des lymphocytes TA ou bien T4 mémoire. Le reste va subir une différenciation et toujours sous l'action de l'interleukine 2, vraiment substance cruciale pour toutes ces réponses immunitaires spécifiques, que va devenir un lymphocyte T8 différencié, une cellule effectrice de la RIMC, voilà son noyau, possédant bien sûr son TCR, dont le cytoplasme est riche en vésicules, en granules, on va parler par la suite de leur rôle, et il s'agit donc du lymphocyte T cytotoxique, ou bien on le qualifie de lymphocyte T tueur. Et vous allez voir pourquoi cette appellation de tueur. On obtient ainsi la deuxième phase de la réponse immunitaire, c'est la phase d'amplification avec ces deux sous-étapes, à savoir la prolifération par des mitoses, la différenciation qui va donner cette fameuse cellule effectrice,
le lymphocyte T tueur. Chose très importante pour comprendre cette RIMC, c'est une réponse qui est spécialisée, dirigée vers l'élimination des antigènes intracellulaires. Ça veut dire qu'un lymphocyte T tueur ne va pas rencontrer des antigènes libres et les tuer, pas du tout, ça ne se passe pas de cette façon. Le lymphocyte T tueur va plutôt chercher une cellule cible. Donc, qu'est-ce qu'une cellule cible? Dans le cas que j'ai choisi, les antigènes sont intracellulaires. Ça veut dire qu'ils vont infecter les cellules du corps. Donc, ça ressemble beaucoup au comportement d'un parasite. Ça veut dire que les antigènes vont exploiter la cellule de l'intérieur, voler sa nourriture, voler ses nutriments et se multiplier dans cette cellule. La cellule cible dans ce cas est une cellule infectée. Donc pour simplifier, c'est un peu une cellule malade qu'il faut éliminer. Qu'il faut éliminer, ça veut dire que le lymphocyte T tueur ne va pas simplement tuer les antigènes, il va se débarrasser de toute la cellule avec ces antigènes. C'est pourquoi on appelle un lymphocyte T tueur. Mais comment est-ce que ce lymphocyte T va reconnaître qu'une cellule est infectée? Voilà comment ça se passe. Les cellules infectées sont d'abord des cellules du soi appartenant à l'organisme. Elles possèdent à leur surface le même marqueur HLA1 du corps et elles vont exposer avec leur marqueur HLA1 des épitopes provenant de l'antigène qui les infecte. Ça veut dire que le lymphocyte T tueur, comme l'a fait exactement le lymphocyte T8 qui lui a donné naissance, va doublement reconnaître le marqueur HLA1 épitope. Voilà la même chose, HLA1 épitope, doublement reconnu par le TCR du lymphocyte T tueur. Ce lymphocyte T, donc, de cette façon, a reconnu que la cellule est infectée et qu'il faut l'éliminer. Il l'a reconnu donc grâce à son exposition de l'épitope de l'antigène à la surface associée à ce marqueur HLA1. Ce moment où le lymphocyte T cytotoxique se fixe à la surface d'un lymphocyte, d'une cellule infectée, c'est comme s'il est en train de l'embrasser. On appelle ce phénomène le baiser de la mort. Ça veut dire que les cellules sont accolées et peu après, la cellule infectée va être tuée carrément. Elle va disparaître sous l'action de substances produites justement par ce lymphocyte T tueur. Voilà donc pourquoi on appelle ce schéma, cette figure, le baiser de la mort. Ce lymphocyte T tueur va libérer, à partir des vésicules qui portent dans son cytoplasme, des protéines perforines. C'est une protéine spéciale donc sécrétée par le lymphocyte T tueur. Donc il est devenu différencié, il est devenu capable de synthétiser cette protéine. Le lymphocyte T tueur va aussi libérer des enzymes de polymérisation, c'est-à-dire des enzymes qui vont attacher les unités perforines les unes aux autres, ce qui va donc former dans la membrane de la cellule infectée des sortes de canaux. Ce sont des trous, des pores. Il va commencer à percer la membrane. C'est comme si avec une aiguille, il va percer la membrane de la cellule cible. Ces canaux, on les appelle des canaux à polyperforine. Donc, polyperforine, donc poly, parce que plusieurs unités perforines s'attachent les unes aux autres grâce aux enzymes et elles vont former ces fameux canaux. À quoi ça va servir? Le liquide extracellulaire qui entoure la cellule cible, qui en principe n'envahit pas la cellule, va trouver des trous pour pouvoir pénétrer dans la cellule cible. Donc, il va y avoir entrée de liquide. Qu'est-ce qui va se passer donc? Cette cellule va commencer à gonfler, elle a perdu son gradient osmotique, c'est-à-dire son équilibre d'échange d'eau et de sel avec le milieu extracellulaire. Avec ces trous, cet échange devient incontrôlable. L'eau commence à pénétrer à l'intérieur de la cellule cible, elle gonfle et elle va finir donc par carrément exploser. C'est ce qu'on appelle la cytolyse. Donc, c'est un tueur chimique. Ce lymphocyte T va faire éclater la cellule cible et donc les antigènes qu'elle contient seront éliminés au cours de cet éclatement. Cet éclatement est appelé la cytolyse.
Qu'est-ce qui va rester de la cellule? Des débris. Le cadavre, les restes de cette cellule. Donc des débris cellulaires. Qu'est-ce qui va arriver à ces débris? Ils seront par la suite nettoyés, c'est-à-dire que des cellules telles que le macrophage, qui va revenir à la fin de cette réponse immunitaire, va commencer à nettoyer ces débris et le tout disparaît. Donc nettoyage par le macrophage. Le lymphocyte T, donc, ayant terminé avec cette cellule, va continuer son combat mortel. Il recherche une autre cellule infectée, il la tue, il passe à la suivante, et ainsi de suite. Il faut signaler quelques détails concernant cette RIMC. Encore une fois, l'intervention des lymphocytes T suppresseurs, que j'ai déjà expliqué dans le cadre du déroulement de la RIMH. Donc, ces lymphocytes T suppresseurs, je rappelle encore une fois, sont produits et deviennent matures, sont produits par la moelle osseuse, deviennent matures dans le thymus, puisque c'est une population de LT. Suppresseurs parce que ce sont des lymphocytes qui produisent des substances qui inhibent la prolifération et la différenciation des lymphocytes. Donc, son action va un peu balancer, équilibrer celle de l'interleukine 2. Et ainsi, on obtient une réponse immunitaire parfaitement adaptée à l'antigène. Ça veut dire une réponse qui n'est pas trop faible, qui n'est pas trop exagérée, et ça peut empêcher d'éventuelles réactions allergiques où la réponse immunitaire devient exagérée, disproportionnée par rapport à la menace réelle qui existe dans l'organisme. Autre chose, et on termine avec cette RIMC. La RIMC, donc, élimine des antigènes intracellulaires qui infectent des cellules du foie. Cette RIMC est aussi utilisée pour que l'élimination des cellules cancéreuses, donc ces cellules qui en principe appartiennent au corps mais qui ont été modifiées par des mutations et qui commencent à exprimer à leur surface des épitopes anormaux, des peptides anormaux, elles sont reconnues par les LT comme des cellules du foie modifiées et elles vont donc les éliminer. Et ça se fait d'ailleurs quotidiennement dans tous les organismes humains et chez les animaux d'ailleurs. Les LT sont des soldats, des gardiens qui vont, à chaque fois qu'une cellule cancéreuse apparaît, vont immédiatement l'éliminer pour empêcher justement l'explosion de multiplication de ces cellules cancéreuses. Donc, je répète, la RIMC élimine les cellules infectées, les cellules cancéreuses et bien sûr les greffons étrangers dans le cadre de greffes histo-incompatibles, à savoir les allogreffes et les xénogreffes. Et voilà, donc j'espère avoir bien expliqué cette RIMC.